Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter le chapitre de sociologie « Comment est structurée la société française actuelle ». Pour comprendre comment la société française s'organise, les sociologues aiment classer la population dans des groupes d'individus. Et il n'y a pas qu'une manière de faire. Il y a de très nombreux critères qu'il est possible de retenir. Les critères qui permettent de classer les individus dans des groupes sont appelés par les sociologues les critères de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Tu dois connaître les 7 principaux facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social pour le bac. Ce sont la catégorie socio-professionnelle, le revenu, le diplôme, le genre, la position dans le cycle de vie, le lieu de résidence et la composition du ménage. Si au bac, il t'est demandé de montrer que l'un de ces critères est un critère de structuration et de hiérarchisation de l'espace social, tu dois montrer 2 choses. 1. Tu dois montrer qu'il s'agit d'un critère de structuration de la société. Tu dois donc montrer que ce critère permet de ranger les Français dans des groupes d'individus. Et 2. Tu dois montrer qu'il s'agit d'un critère de hiérarchisation de la société. Dit autrement, tu dois montrer que les différents groupes peuvent être rangés sur une échelle du groupe qui a le moins d'avantages dans la vie à celui qui a le plus d'avantages. Prenons le cas de la couleur des yeux. Certes, il est possible de classer les Français dans des groupes en fonction de la couleur de leurs yeux. Le groupe de ceux qui ont les yeux bleus, le groupe de ceux qui ont les yeux marrons, de ceux qui ont les yeux verts, etc. Mais la couleur des yeux n'est pas un facteur de hiérarchisation de la société, le second critère, parce qu'aucun de ces groupes est plus avantagé qu'un autre. Les individus ayant les yeux bleus ne sont pas plus avantagés que ceux avec les yeux marrons. Bref, la couleur des yeux n'est donc pas un facteur de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Attaquons-nous maintenant aux 7 facteurs de structuration et de hiérarchisation que tu dois connaître pour le bac. Commençons par la catégorie socio-professionnelle des individus. Il s'agit bien d'un facteur de structuration de la société, car il permet de former des groupes d'individus. Ces groupes, tu les connais, ce sont les PCS. Le critère de la catégorie sociale permet donc de ranger les individus dans le groupe des cadres, le groupe des professions intermédiaires, celui des ouvriers, des employés, des agriculteurs, et enfin celui des artisans et commerçants. Et la catégorie socio-professionnelle est aussi un facteur de hiérarchisation de la société, parce qu'il est possible de ranger les PCS sur une échelle, du moins la plupart d'entre elles. Et ça donne ça. Les cadres sont en haut de la pyramide, car c'est le groupe le plus avantagé, celui qui bénéficie le plus des inégalités. C'est notamment le cas en matière de revenus et de santé, puisque les individus du groupe des cadres sont ceux qui ont les revenus les plus élevés et l'espérance de vie la plus élevée. Ensuite, vient la PCS des professions intermédiaires, et enfin, en bas de la pyramide, le groupe des ouvriers et des employés, qui sont les plus désavantagés. Mais il est possible de retenir un autre critère que la catégorie socio-professionnelle pour représenter l'organisation de la société. Les sociologues utilisent notamment le critère du revenu. Le revenu est bien un facteur de structuration, car il permet de classer les individus dans des groupes. Le groupe des 10% les plus pauvres, le groupe des 10 à 20% les plus pauvres, le groupe des 20 à 30% les plus pauvres, et ainsi de suite jusqu'au groupe des 10% les plus riches. Et là encore, on peut ajouter que le revenu est un facteur de hiérarchisation de la société, puisque certains groupes ont plus d'avantages que d'autres. Savais-tu par exemple que le groupe des 10% les plus riches avait une espérance de vie d'environ 10 ans supérieure au groupe des 10% les plus pauvres? Et ce sont aussi eux qui ont les revenus les plus élevés, évidemment, mais qui ont aussi le patrimoine le plus élevé, qui sont le plus souvent propriétaires de leur logement, ou encore qui accèdent le plus souvent aux fonctions politiques, en devenant par exemple député ou président de la République. Bref, le groupe des 10% les plus riches est le plus avantagé, et de manière plus générale, plus les individus ont des revenus élevés, et plus ils sont avantagés dans la vie. Bon, je sais, j'ai pas inventé la poudre en disant ça. Passons maintenant au diplôme. Le diplôme est aussi un bon critère pour représenter l'organisation de la société. En effet, le diplôme est aussi un facteur de structuration et de hiérarchisation de la société. De 1, il est possible de classer les individus dans des groupes selon leur niveau de diplôme. Ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui ont un CAP, ceux qui ont un diplôme de niveau Bac+2, ceux qui ont un diplôme de niveau Bac+5, etc. Le diplôme est donc bien un facteur de structuration de la société, il permet de former des groupes d'individus. Et là encore, ces groupes sont hiérarchisés. Le diplôme est donc aussi un facteur de hiérarchisation de la société. Le groupe qui a le plus d'avantages, celui auquel il vaut mieux appartenir, est celui des Bac+5, tandis qu'au contraire, le groupe des sans diplôme accumule le plus de désavantages. En effet, les plus diplômés ont par exemple des revenus supérieurs, ils sont moins souvent au chômage, etc. Pour le bac, tu dois aussi savoir que le genre est un facteur de structuration et de hiérarchisation de la société. C'est un facteur de structuration car il permet, comme les critères précédents, de créer des groupes dans lesquels ranger la population. Et c'est aussi un facteur de hiérarchisation car le groupe des hommes et celui des femmes sont hiérarchisés.
Le groupe des hommes a un certain nombre d'avantages, tels que celui d'avoir en moyenne des revenus plus élevés, il est mieux représenté en politique, etc. Sur ce dernier point, tu peux noter de manière très concrète le fait que dans de nombreux pays tels que la France ou les États-Unis, il n'y a par exemple jamais eu de femme présidente de la République. Cinquième critère de structuration et de hiérarchisation de la société, la position dans le cycle de vie, c'est-à-dire l'âge. Il s'agit d'un critère de structuration de la société car il permet de former des groupes d'individus. Plusieurs découpages sont possibles. Par exemple, on peut distinguer le groupe des vingtenaires qui ont entre 20 et 30 ans, celui des trentenaires, celui des quarantenaires et ainsi de suite. Et là encore, l'âge est un facteur de hiérarchisation de la société car il est dans une certaine mesure possible d'établir une hiérarchie entre les différents groupes. Celui des quarantenaires, par exemple, est plus avantagé que celui des vingtenaires. Les quarantenaires sont beaucoup moins touchés par le chômage et la précarité. Ils ont des revenus plus élevés. Ils sont plus souvent propriétaires de leur logement et non locataires, etc. Maintenant, le lieu de résidence. Il s'agit d'un critère de structuration de la société puisqu'il permet de classer les individus dans des groupes. Le groupe des habitants des campagnes, le groupe des habitants des grandes villes, le groupe des habitants des petites villes, celui des habitants des banlieues, etc. Et il s'agit aussi d'un facteur de hiérarchisation de la société dans la mesure où certains groupes sont plus avantagés que d'autres. Par exemple, les sociologues notent aujourd'hui que les habitants des villes ont un bien meilleur accès aux services publics que ceux de la campagne. Ils ont un meilleur accès aux transports en commun pour se déplacer, ils scolarisent leurs enfants dans des écoles plus proches de leur domicile. En cas de problème de santé, ils peuvent se rendre plus rapidement à un hôpital, etc. Ils ont par ailleurs des revenus en moyenne plus stables, car ils sont plus souvent salariés, tandis qu'à la campagne, on trouve davantage de travailleurs non salariés, aux revenus fluctuants. Et enfin, on touche le bout, le dernier facteur, la composition du ménage. C'est un facteur de structuration car on peut regrouper les individus dans des groupes en fonction du nombre d'enfants et d'adultes qu'il y a dans le foyer. Le groupe des ménages sans enfants, le groupe des ménages avec 1 ou 2 enfants, celui des ménages avec 2 adultes, celui des ménages avec un seul adulte, etc. Et la composition du ménage est un facteur de hiérarchisation de la société car ces groupes peuvent être hiérarchisés. Le groupe qui est de loin le plus défavorisé, en bas de la hiérarchie, est celui des familles monoparentales, c'est-à-dire les ménages dans lesquels il y a un seul parent avec des enfants. Savais-tu qu'en France, 4 familles monoparentales sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté? C'est un chiffre énorme. Pour terminer cette partie, j'ajoute une petite précision pour les bons élèves qui n'ont pas peur de complexifier un petit peu. Je t'ai dit qu'un critère de structuration, c'est simplement un critère qui permet de former des groupes d'individus. C'est presque vrai, mais pas complètement. Pour être tout à fait rigoureux, on devrait dire qu'un facteur de structuration, c'est un critère qui permet de former des groupes d'individus ayant un mode de vie similaire. Par exemple, si on reprend le critère de la catégorie socio-professionnelle, chaque PCS est un groupe d'individus ayant un mode de vie proche. Si on prend le cas des cadres, ils ont pour la plupart d'entre eux des horaires de travail flexibles, ils vont au musée au moins une fois par an, ils partent en vacances à l'étranger régulièrement, etc. Bref, le groupe des cadres rassemble des individus ayant un mode de vie similaire. Et c'est pareil pour les ouvriers et les autres PCS. Laissons maintenant de côté les 7 facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social et focalisons-nous uniquement sur les catégories socio-professionnelles. Lorsqu'on se représente la société grâce aux critères des PCS, on parle de structure socio-professionnelle. La structure socio-professionnelle, c'est la pyramide qu'on a vue en début de vidéo. La structure socio-professionnelle, c'est tout simplement la proportion de chaque PCS dans l'emploi total. Aujourd'hui, par exemple, en France, si on regarde tous les emplois qu'il y a en France, 18% d'entre eux sont des emplois de cadres, 26% sont des emplois de professions intermédiaires, 19% sont des emplois d'ouvriers, 28% sont des emplois d'employés, 7% sont des emplois d'artisans et commerçants, et seulement 2% des emplois sont des emplois d'agriculteurs. Mais ces proportions peuvent varier au fil du temps. En particulier, depuis 1950, la structure socio-professionnelle a beaucoup évolué. Et tu dois en connaître les 4 principales transformations pour le bac. Tu le sais, la PCS des ouvriers, celle des employés, celle des professions intermédiaires et celle des cadres regroupe des individus qui sont salariés, c'est-à-dire des individus qui travaillent pour un employeur contre un salaire. Les agriculteurs et les artisans et commerçants, eux, sont des professions dites indépendantes, des professions non salariées. La salarisation, c'est donc tout simplement le processus qui a duré quelques décennies et au cours duquel la part des emplois salariés a beaucoup augmenté dans la population active. Et logiquement, dans le même temps, la part des emplois non salariés a à l'inverse reculé. Ce phénomène est lié à l'augmentation de la taille des entreprises depuis les années 1950. L'augmentation de la taille des entreprises a concerné à la fois les activités commerciales et artisanales et les activités agricoles. Si on prend les artisans,
ils ont été en grande partie remplacés depuis les années 1950 par des grandes entreprises industrielles qui produisent d'immenses quantités de biens. Le petit menuisier indépendant qui fabriquait les meubles de tes grands-parents a été remplacé par des grandes entreprises comme Ikea par exemple. Et Ikea emploie de nombreux salariés pour alimenter ses magasins. En particulier des salariés de la PCS des ouvriers. Ça a donc entraîné une baisse des emplois non salariés et une hausse des emplois salariés. Si on prend les commerçants, eux, ils ont disparu au profit des grandes surfaces. Les épiceries de quartier ont fermé quand les gens se sont mis à utiliser leur voiture pour aller faire leurs courses dans des grands magasins, du type Leclerc, Auchan, Hypermarché, etc. Et les librairies de centre-ville ont connu le même sort, elles ont disparu peu à peu pour être remplacées par d'énormes magasins Fnac, etc. Et ces grands magasins, pour pouvoir fonctionner, ils ont besoin d'employer un très grand nombre de salariés, en particulier des salariés de la PCS des employés, des chefs de rayon, des caissiers, des agents de sécurité, etc. Là encore, cela a entraîné une baisse des emplois non salariés dans le pays et une hausse des emplois salariés. Et enfin, après 1945, les petits agriculteurs propriétaires de petites parcelles de terre ont été rachetés par des agriculteurs plus gros. En effet, avec le développement des tracteurs dans l'agriculture après la guerre, un agriculteur est devenu capable d'entretenir tout seul un terrain de grande taille, ce qui était impossible avant. Par conséquent, quelques gros agriculteurs ont racheté les terres d'une multitude de petits agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs dans le pays a alors automatiquement diminué, ce qui a accentué le processus de salarisation. Voilà comment l'augmentation de la taille des entreprises françaises depuis 1950 a entraîné un processus de salarisation. En économie, on classe les entreprises en 3 catégories en fonction de leur activité, c'est-à-dire en fonction du type de produit qu'elles fabriquent. Le secteur primaire regroupe les entreprises minières et agricoles. Le secteur secondaire regroupe les entreprises industrielles qui produisent des biens dans leurs usines. Et enfin, le secteur tertiaire qui rassemble les entreprises qui produisent des services. Quand on dit que l'économie française a connu un processus de tertiarisation après la Seconde Guerre mondiale, ça signifie tout simplement que la part des emplois dans le secteur primaire et secondaire a diminué, tandis que la part des emplois dans le secteur tertiaire a beaucoup augmenté. Et en effet, on constate que de très grandes entreprises produisant des services se sont développées depuis 1950 et se sont mises à employer un grand nombre de travailleurs, comme BNP Paribas et Société Générale qui produisent des services financiers, Orpea qui gère des maisons de retraite, Air France spécialisée dans le transport des passagers, Pizza Hut ou McDonald's dans la restauration, Disneyland dans le secteur des loisirs et bien d'autres. La tertiarisation qui a eu lieu depuis 1950 s'explique par 2 facteurs. Premièrement, les revenus des ménages ont beaucoup augmenté après la Seconde Guerre mondiale. La population s'est donc enrichie et a donc pu consommer davantage de produits qui ne sont pas essentiels à leur survie. Et il se trouve, par hasard, que la plupart des choses non essentielles qu'on consomme, ce sont des services et non des biens. Les transports pour partir en vacances, les réseaux sociaux, les repas au restaurant, la journée à Disneyland, etc. Bref, l'enrichissement de la population a entraîné une hausse de la demande de services, et les entreprises fournissant des services ont logiquement répondu à cette demande en créant des emplois dans le secteur des services, c'est-à-dire dans le secteur tertiaire. En particulier, elles ont créé des emplois d'employés et de cadres. Deuxième facteur à l'origine de la tertiarisation en France, la délocalisation des usines des entreprises du secteur secondaire. Pour rappel, le secteur secondaire rassemble les entreprises qui produisent des biens. Et avec la mondialisation, un grand nombre de ces entreprises françaises ont déplacé leur site de production depuis la France vers des pays où la main-d'œuvre est peu chère, où les salaires sont faibles, comme en Europe de l'Est ou en Asie. Dans ce contexte, de nombreux emplois d'ouvriers dans les usines ont été détruits en France. À partir des années 1950, les jeunes Français restent de plus en plus longtemps à l'école. La durée d'études s'allonge pour quasiment tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'État français met en place des mesures pour inciter, pour pousser les jeunes à rester plus longtemps sur les bancs de l'école. L'État a rendu l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans. Il a créé un baccalauréat technologique pour les élèves qui ne souhaitent pas passer un bac général. L'État a ouvert de nombreuses classes dans les universités pour accueillir plus d'étudiants, etc. Conséquence, le nombre de travailleurs français qualifiés, diplômés de l'université, a beaucoup augmenté. Et la structure socio-professionnelle a alors été obligée de s'adapter. Puisque les travailleurs étaient plus qualifiés, les entreprises ont proposé des emplois nécessitant plus de qualifications. Parce que quand un patron embauche un ingénieur Bac+8 spécialiste du nucléaire, il ne va pas le faire travailler à la chaîne en tant qu'ouvrier. Il va lui trouver une occupation permettant de mettre à profit ses qualifications. La conséquence sur la structure socio-professionnelle est simple. La part des PCS cadres et professions intermédiaires a beaucoup augmenté, puisque ce sont elles qui regroupent les professions les plus qualifiées.
Depuis 1950, la structure socio-professionnelle a connu une quatrième évolution, la féminisation des emplois. La féminisation des emplois, c'est le processus au cours duquel la part des emplois occupés par les femmes a augmenté. Dit autrement, c'est le fait que de plus en plus de femmes se sont mises à occuper des emplois dans les entreprises. Pourquoi les femmes entrent-elles sur le marché du travail qu'à partir de 1950 ? Déjà, la loi a évolué. Parce que je ne sais pas si tu le savais, mais avant 1950, une femme qui voulait un emploi devait au préalable demander l'accord de son mari, ce qui freinait évidemment l'emploi des femmes. Et deuxième changement majeur après 1950, les filles, qui étaient jusqu'alors beaucoup moins souvent scolarisées que les garçons, vont de plus en plus à l'école. Leur durée d'études s'allonge et rattrape progressivement celle des garçons. Du coup, les femmes deviennent de plus en plus qualifiées à partir des années 50 et donc deviennent de plus en plus capables d'occuper un emploi. La féminisation des emplois a été telle qu'aujourd'hui, 48% des emplois sont occupés par des femmes. Une proportion proche de celle des hommes qui occupent les 52% restants. Résumons rapidement. Si au bac tu dois illustrer les évolutions de la structure socio-professionnelle à partir d'un document de ce type, tu dois prendre les données suivantes. Pour illustrer le processus de salarisation de la structure socio-professionnelle, il suffit d'utiliser une donnée montrant que la part des emplois non salariés a fortement diminué. Pour illustrer le processus de tertiarisation, il suffit d'utiliser une donnée montrant que la part des employés ou celle des cadres a fortement augmenté, ou à défaut que la part des ouvriers a fortement diminué. Ensuite, pour illustrer l'élévation du niveau des qualifications, tu peux utiliser une donnée montrant que la part des emplois de cadres a fortement augmenté, ou à défaut que celle des professions intermédiaires a augmenté. Et enfin, un peu à part des trois autres évolutions, le processus de féminisation des emplois peut être illustré grâce à un document qui montre que le taux d'emploi des femmes a fortement augmenté. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de ce chapitre dans une seconde vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.